Et bonjour. Alors, on continue le défi bac philo. L'objectif, passer le bac avec Hume. Aujourd'hui, on part sur la notion de raison. La question d'aujourd'hui, la raison est-elle le propre de l'homme, nous vient du manuel de philosophie fiche bac terminale générale publié aux éditions Hatier. Pour la traiter, je vais principalement m'appuyer sur le livre 1 du traité de la nature humaine de Hume. Avant d'entreprendre de répondre à cette question, je voudrais prendre la peine de définir le terme de raison et quelques autres termes, ou du moins de vous parler de leur équivalence. Tout au long de la vidéo, nous verrons que Hume télescope les termes pensée, raison, génie, entendement, raisonnement, installant ainsi entre eux une sorte d'équivalence. Ainsi, on peut dire que selon Hume, raison est synonyme de pensée, génie, entendement, raisonnement, ce qui a valeur de définition. Nous verrons pendant la vidéo que le contexte dans lequel ces mots sont utilisés nous aidera à accepter ces équivalences. Dans cette perspective, on pourrait reformuler notre question ainsi. La raison, le raisonnement, autrement dit l'entendement, la pensée, le génie, sont-ils exclusivement réservés aux humains? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Ceci étant dit, permettez-moi maintenant de vous faire connaître le déroulé de l'exposé d'aujourd'hui. Dans un premier temps, nous verrons que pour Hume, les bêtes sont autant que les hommes doués de pensée et de raison. Puis nous le prouverons. Enfin, nous verrons comment se développe l'esprit des bêtes et des humains. Alors, on est donc dans le livre 1 du traité de la nature humaine, dans la troisième partie, dans la section 16. Le titre de cette section, c'est « De la raison des animaux ». Les bêtes, me dit Hume, sont autant que les hommes doués de pensée et de raison. Voilà. Nulle vérité ne me paraît plus évidente, nous dit-il, que les bêtes sont autant que les hommes doués de pensée et de raison. Ici, on peut voir que Hume télescope les termes pensée et raison. Tout à l'heure, quand j'ai entrepris de définir le terme de raison, j'ai montré qu'il y avait des équivalences dans la pensée de Hume entre certains termes, notamment entre les termes pensée et raison. Je vous montrerai les autres équivalences ultérieurement. Ce qui nous intéresse pour le moment, c'est cette idée que, les bêtes, pour Hume, sont autant que les hommes doués de pensée et de raison. Et il nous dit que pour lui, c'est une vérité évidente. Nulle vérité ne me paraît plus évidente que les bêtes sont autant que les hommes doués de pensée et de raison. Très bien. Ça, il va entreprendre de nous le prouver. On va aller voir, les preuves que Hume avance pour confirmer cette thèse. Nous sommes conscients, nous dit-il, que quand nous adaptons les moyens aux fins, nous sommes nous-mêmes guidés par le raison et le dessein. Adapter les moyens aux fins. Qu'est-ce que ça veut dire? On est en train de poursuivre un objectif. On a un but, une fin. C'est ça, une fin. Un but, une fin, c'est un but. La finalité. Dans quel but je fais ça? Quelle est la finalité de cette action? À quelle fin est-ce que tu fais cela? Voilà. Donc Hume nous dit que quand nous adaptons les moyens aux fins,
quand on adapte les moyens au but, eh bien, nous sommes guidés par la raison et le dessein. Le dessein, faire quelque chose à dessein, dans le but de quelque chose. On est toujours dans le même champ lexical. Donc, nous sommes conscients, nous dit-il, que quand nous adaptons les moyens aux fins, nous sommes nous-mêmes guidés par la raison et le dessein, et que ce n'est ni par ignorance, ni par accident, que nous accomplissons toutes les actions qui tendent à assurer notre propre conservation, à nous procurer du plaisir ou à éviter la douleur. C'est quoi les fins que l'on est en train de poursuivre? C'est quoi le but? Eh bien, assurer notre propre conservation. Ça, c'est survivre. Nous procurer du plaisir et éviter la douleur. Nous procurer du plaisir et éviter la douleur. Cette question du plaisir est une question qui court dans toute la philosophie, n'est-ce pas? J'ai fait une vidéo dédiée au principe de plaisir selon Freud. Je montrais que cette question du plaisir, elle était autant présente chez Freud que chez Épicure. J'ai encore mentionné cela dans la vidéo que j'ai dédiée au beau selon Kant. Vous voyez que lui-même faisait mention du plaisir. Cette histoire de plaisir, elle court dans toute la philosophie. On le voit encore aujourd'hui avec Hume. Donc, eh bien, il nous parle, Hume, d'actions que l'on accomplit pour nous conserver, pour survivre, pour éviter la douleur, nous procurer du plaisir. Quand nous adaptons les moyens aux fins, nous sommes guidés par la raison et le dessein. Ce n'est ni par ignorance ni par accident que nous accomplissons toutes les actions qui tendent à assurer notre propre conservation, à nous procurer du plaisir et à éviter la douleur. Ah oui, c'est pas accidentel. Ce n'est pas l'ignorance qui produit ça. C'est la raison. Les actions que nous accomplissons pour nous procurer notre propre conservation, pour survivre, pour éviter la douleur et nous procurer du plaisir, on les accomplit à dessein. On poursuit une fin. Et donc, me dit Hume, quand dans des cas sans nombre, innombrables autrement dit, nous voyons d'autres créatures accomplir de pareilles actions et les tourner vers de pareilles fins, tous nos principes de raison et de probabilité nous portent avec une force invincible à croire à l'existence d'une pareille cause. Quand on voit d'autres créatures accomplir la même chose que nous, faire ce qu'il faut pour survivre, éviter la douleur et se procurer du plaisir, quand on voit d'autres créatures accomplir la même chose que nous, on doit se dire qu'elles le font dans le même but que nous, avec un but. Que ce n'est pas par accident ou par ignorance, qu'elles le font en étant guidées par la raison. Hume nous dit que c'est dans des cas innombrables que l'on voit d'autres créatures accomplir de pareilles actions. Innombrables, très nombreux, innombrables. Voilà. Et bien entendu, d'autres créatures, il n'est pas en train de nous parler d'extraterrestres, il est en train de nous parler des animaux. Donc, quand nous voyons d'autres créatures accomplir de pareilles actions, tous nos principes de raison et de probabilité nous portent à croire à l'existence d'une pareille cause, à savoir une raison chez les animaux. Première preuve. Première preuve, observation du monde qui nous entoure. Les animaux recherchent le plaisir, ils cherchent à éviter la douleur, ils font ce qu'il faut pour survivre. Ceci prouve une raison chez les animaux. Ils agissent avec un but, ils poursuivent une finalité. Ceci prouve, nous dit Hume, le fait qu'il y a une raison chez les animaux. Hume va dénoncer
les philosophes qui ne croient pas à la raison des animaux. Le défaut commun à tous les systèmes que les philosophes ont employés, nous dit-il, pour rendre compte des actions de l'esprit, est qu'il suppose une subtilité et un raffinement de la pensée qui excède non seulement la capacité des simples animaux, mais encore, dans notre propre espèce, celle des enfants, des gens ordinaires, lesquels sont pourtant susceptibles des mêmes émotions et des mêmes affections que les personnes au génie et à l'entendement le plus accompli. Donc Hume nous dit qu'il y a des philosophes qui se sont employés à rendre compte des actions de l'esprit, comme lui. Dans le traité de la nature humaine, il essaye de nous expliquer le fonctionnement de l'esprit. Là, il nous dit qu'il y a d'autres philosophes qui se sont employés à faire la même chose. Dans leur entreprise, ils ont établi un système, et ce système, il a un défaut, bien c'est que ces philosophes, ils sous-estiment les enfants, des gens ordinaires. Ces philosophes dont il dénonce la pensée de Hume, ils sous-estiment les enfants des gens ordinaires. Il y aurait des gens ordinaires et des gens extraordinaires. Ces philosophes sous-estiment les enfants des gens ordinaires et les animaux. Donc, Hume reproche à ces philosophes de sous-estimer les animaux et les enfants des gens ordinaires. Je relis. Le défaut commun au système que les philosophes ont employé pour rendre compte des actions de l'esprit est qu'il suppose une subtilité et un raffinement de la pensée qui excède non seulement la capacité des simples animaux, mais encore dans notre propre espèce, celle des enfants, des gens ordinaires, lesquels sont pourtant susceptibles des mêmes émotions et des mêmes affections que les personnes au génie et à l'entendement le plus accompli. Ici, Hume télescope les termes de génie et d'entendement. Dans l'introduction, j'ai dit qu'il télescopait certains termes. Eh bien voilà, quels étaient ces termes? Pensée, raison, génie, entendement, raisonnement. On a vu tout à l'heure un moment où il télescopait pensée et raison. On voit un moment maintenant où il télescope génie et entendement. Voilà. Il télescope ces termes pour nous dire que les enfants déjà ordinaires, comme les animaux, sont susceptibles des mêmes émotions et des mêmes affections que les personnes au génie et à l'entendement le plus accompli. Ça veut dire, que émotion et affection, dans sa pensée, sont extrêmement liées à l'idée de raison. Et cette similitude entre les enfants des gens ordinaires, cette phrase, elle est insupportable à prononcer, cette similitude entre, du coup, les enfants des gens ordinaires, les animaux, et les gens au génie et à l'entendement le plus accompli, va dans le sens de Hume plaide pour l'idée que les animaux, les enfants des gens ordinaires, les gens de génie ont cette faculté de raisonnement. Voilà. Dans notre propre espèce, alors je reprends. Le défaut commun au système du coup des philosophes, le défaut commun au système que les philosophes ont employé pour rendre compte des actions de l'esprit est qu'il suppose une subtilité et un raffinement de la pensée qui excède non seulement la capacité des simples animaux, mais encore, dans notre propre espèce, celle des enfants et des gens ordinaires, lesquels sont pourtant susceptibles des mêmes émotions et des mêmes affections que les personnes au génie et à l'entendement le plus accompli. Dans cette analyse, donc, Hume dénonce,
les systèmes des philosophes qui ne croient pas à la raison des animaux. Maintenant, Hume va avancer un nouvel argument pour prouver, eh bien, que les animaux sont doués de raison. Soumettons notre présent système concernant la nature de l'entendement à une épreuve décisive et voyons si elle rend compte des raisonnements des bêtes comme des raisonnements de l'espèce humaine. Il a parlé des systèmes des autres philosophes. Il est en train de nous dire que lui, il va soumettre son système à lui, à une épreuve. Et cette épreuve, elle concerne la nature de l'entendement. Cette épreuve doit permettre de voir si son système permet de rendre compte des raisonnements des bêtes comme des raisonnements de l'espèce humaine. Ici, ce sont entendement et raisonnement qui sont télescopés. Entendement et raisonnement. Donc voilà. Il télescope effectivement pensée, raison, génie, entendement, raisonnement. C'est donc légitime, comme je l'ai dit, de définir le terme raison par ses synonymes. Maintenant, on va voir cette épreuve à laquelle il veut soumettre son système. Il va nous démontrer quelque chose. Allons-y, regardons ça. Alors, nous devons faire une distinction touchant les animaux entre leurs actions qui sont de nature banale et qui semblent au niveau de leur capacité commune et les exemples les plus extraordinaires d'une sagacité dont ils font parfois preuve pour leur propre conservation et la propagation de leur espèce. La propagation de leur espèce. Survivre, se reproduire, c'est ça la propagation de l'espèce. Donc il faut faire une distinction entre les actions de nature banale et les actions de nature plus extraordinaire. Le chien, me dit-il, qui évite le feu et les précipices, qui fuit les étrangers mais caresse son maître, nous vous offre un exemple du premier genre. L'exemple du premier genre, c'est les actions de nature banale. Un chien qui évite un feu, un précipice, ou qui fuit les étrangers, mais caresse son maître, eh bien, nous offre un exemple du premier genre. Ça, ce sont des actions de nature banale. L'oiseau, qui choisit avec tant de soin et de pénétration le lieu et les matériaux de son nid, qui couve ses œufs le temps voulu, et à la saison qui convient, avec toute la précaution que prend un chimiste pour mener à bien la plus délicate de projection, nous fournit un vivant exemple du second. Donc l'oiseau, qui est pris dans son processus de reproduction, lui, nous offre un exemple d'action extraordinaire. Nous dit Hume. Le chien qui évite le danger et qui fait preuve d'affection envers son maître nous offre un exemple banal. L'oiseau, bien qu'il se reproduit au bon moment, qui fait son nid, etc., nous offre un exemple extraordinaire. Donc voilà, deux exemples de capacité des animaux. Un banal, un extraordinaire. Eh bien, pour ce qui est de la première sorte d'action, c'est-à-dire les actions banales du chien qui évite le danger, ou qui fait preuve d'affection envers son maître, pour ce qui est de la première sorte d'action, me dit-il, j'affirme qu'elle procède d'un raisonnement. Encore une fois, Hume nous dit que la raison n'est pas le propre de l'homme. Donc la première sorte d'action, j'affirme qu'elle procède d'un raisonnement qui, en lui-même, ne diffère pas, ni n'est fondé sur des principes qui diffèrent de celui qui paraît dans la nature humaine. Non seulement il nous dit que les animaux sont dotés
d'une raison, mais qu'en plus, ça ne diffère pas de la raison des humains. Il est nécessaire d'abord qu'il y ait quelques impressions qui soient immédiatement présentes à la mémoire et au sens de l'animal, où puisse fonder son jugement. Impression. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose qui revient systématiquement dans le système de Hume, ce terme impression. Dès la première partie du livre 1 du traité de la nature humaine, dans le paragraphe 1, la première phrase, les deux premières phrases en fait, trois premières phrases, voilà, exactement les trois premières phrases. Elles nous parlent d'impression, d'idées et de perception. C'est quelque chose qu'on a déjà vu. Toutes les perceptions de l'esprit humain se ramènent à deux genres distants, les impressions et les idées. Les impressions, ça correspond aux sensations, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, la sensation de la faim, de la soif, ainsi qu'aux passions et aux émotions. Les idées, c'est la représentation de ces impressions. Donc les perceptions de l'esprit sont de deux genres, impressions et idées. Les impressions, c'est les sensations, vue, ouïe, odorat, goût, toucher, sensation de faim, sensation de soif. Les impressions, c'est les sensations et les passions ou émotions. Les idées, c'est la représentation de ces impressions. Le langage permet de représenter ces impressions. Avec le langage, on formule des idées, mais on peut aussi se représenter une impression de façon visuelle. La question des impressions a été discutée dans la vidéo sur le langage déforme-t-il la pensée? Ici, dans la section sur les animaux, n'est-ce pas? Dans la section 16 du livre 1, troisième partie, section qui s'appelle de la raison des animaux, Hume nous parle d'impression encore. C'est dans son système, c'est systématique. Il faut maîtriser ces termes, il nous en parle tout le temps. Et il nous dit quoi? Que pour les animaux, il est nécessaire qu'il y ait quelques impressions qui soient immédiatement présentes à la mémoire et au sens de l'animal, ou qui puissent fonder son jugement. Voilà, des impressions. Donc ici, les impressions, ça correspond à vue, ouïe, odorat, goût, toucher, sensation de la faim, sensation de la soif, sensation d'avoir besoin de dormir, émotion, voilà. Donc, on est en train de parler, eh bien, des actions banales. Et il nous dit que, je vais relire tout. Pour ce qui est de la première sorte d'action, donc les actions banales, j'affirme qu'elles procèdent d'un raisonnement qui en lui-même ne diffère pas ni n'est fondé sur des principes qui diffèrent de celui qui paraît dans la nature humaine. Il est nécessaire d'abord qu'il y ait quelques impressions qui soient immédiatement présentes à la mémoire ou au sens de l'animal, où puisse se fonder son jugement. Il est nécessaire qu'il y ait quelques impressions présentes à la mémoire ou au sens, eh bien, sur lesquelles l'animal puisse fonder son jugement. Si les impressions sont immédiatement présentes, on les ressent tout de suite. Si elles sont présentes à la mémoire, c'est qu'elles ont la forme d'idées, donc de représentation. Soit les animaux ne sont pas doués de langage, on peut le constater, mais nous dit Hume, ils sont doués de mémoire. Autrement dit, ils ont des représentations. Ces représentations dans le système de Hume, j'ai dit tout à l'heure que c'était les idées. Les animaux ont des idées, c'est-à-dire des représentations de leurs impressions en mémoire. Et sur ces impressions, ils peuvent fonder leur jugement. De même qu'ils peuvent fonder leur jugement sur les impressions immédiates, ce qu'ils perçoivent immédiatement. Donc, et ça vaut pour les humains, puisqu'il est en train de nous dire que leur raisonnement
aux animaux n'est pas fondé sur des principes qui diffèrent du coup de ceux qui apparaissent dans la nature humaine. Il est nécessaire qu'il y ait d'abord quelques impressions qui soient immédiatement présentes à la mémoire ou au sens de l'animal, où puisse se fonder son jugement. Ça, c'est nécessaire. Ensuite, nous dit-il, l'inférence, autrement dit la conclusion, qu'il tire de l'impression présente, est fondée sur l'expérience et sur l'observation qu'il a pu faire de la conjonction entre des objets dans des cas passés. Voilà. Il nous parlait de mémoire il y a 2 minutes. N'est-ce pas? L'animal fonde son jugement sur des impressions présentes en mémoire ou immédiatement présentes. Il fonde son jugement sur ça. L'inférence qu'il tire, la conclusion qu'il tire de l'impression présente, la conclusion qu'il tire de l'impression présente. L'impression présente, c'est ce qu'on voit tout de suite, ce qu'on perçoit tout de suite. L'impression qu'il tire l'animal de l'impression présente, elle est fondée sur quoi? Sur l'expérience et sur l'observation. Je vous rappelle que Hume est un empiriste. C'est un empiriste. Un savoir empirique, c'est un savoir acquis par l'expérience. On l'avait défini comme ça à l'aide de ce livre, La philosophie de A à Z. Un savoir empirique est un savoir acquis par l'expérience. Je vous rappelle qu'il est empiriste. Et que par certains côtés, il est aussi inéiste. C'est aussi quelque chose que nous avions vu en se référant du coup au lexique de cet ouvrage, Apprendre à philosopher avec Hume, de Céline Bonico. Nous l'avions vu avec cet ouvrage, ainsi qu'avec cet ouvrage. Dans la vidéo sur le langage, nous avions dit que dans la perspective de Hume, les idées étaient acquises et que les émotions, elles étaient innées. Idées acquises. C'est une perspective d'empiriste. Émotion innée, c'est une perspective d'innéiste. N'est-ce pas? Dans la vidéo sur les sciences, faut-il dire la science ou les sciences, nous avions dit que, non seulement nous avions dit tout simplement que pour Hume, c'était un objectif d'être empiriste, qu'il fallait que les sciences, elles se fondent, sur l'expérience, sur l'observation. Dans la vidéo sur le langage défend-il la pensée, nous avions dit aussi que, ce n'était pas qu'une nécessité pour le scientifique d'être empiriste, c'était aussi quelque chose de factuel. Les idées sont acquises par l'expérience, par l'observation. Elles procèdent de l'expérience. Donc Hume est empiriste de ce point de vue-là aussi. Voilà. Et innéiste parce que les émotions sont innées. Bref. Ici, il est en train de nous dire que donc l'inférence que l'animal tire, que la conclusion qu'il tire de l'impression présente, celle qu'il a tout de suite, elle est fondée sur l'expérience, ça c'est le passé, et l'observation qu'il a pu faire de la conjonction entre des objets dans des cas passés. Donc encore une fois, c'est une perspective d'empiriste. Dans le passé, l'animal a fait des expériences, il en tire des conclusions. Voilà. Et donc, certainement, nous dit Hume, les bêtes ne perçoivent jamais de liaison réelle entre les objets. On va voir ce que ça veut dire. C'est donc par expérience qu'elles infèrent, autrement dit qu'elles tirent des conclusions relativement à un objet et à un autre. Elles ne peuvent jamais, par quelques arguments que ce soit,
former la conclusion générale que les objets dont elles n'ont pas eu d'expérience soient semblables à ceux dont elles ont une expérience. Elles ne peuvent pas, les bêtes, former une conclusion générale sans l'expérience. Eh bien, c'est donc par le moyen de l'habitude seule que l'expérience agit sur elles. Tout cela était suffisamment évident en ce qui concerne les hommes, c'est quelque chose dont il a déjà parlé dans son ouvrage. Mais en ce qui concerne les bêtes, il ne peut y avoir le moindre soupçon d'erreur, ce doit être reconnu comme une forte confirmation, voire comme une preuve invincible de mon système. Donc voilà, ça c'est la preuve pour Hume que les bêtes sont douées de raison comme les humains. Ça prouve son système. Ça prouve son système. Qu'est-ce à dire? Quelles sont nos preuves? Preuve numéro 1. Humain comme animal agissent avec un but pour éviter la douleur, rechercher le plaisir, survivre. Preuve numéro 2, celle qu'il a vraiment le plus développée, c'est que les animaux sont capables d'éviter le danger, de faire preuve d'affection envers leur maître, parce que ils ont tiré des conclusions de leurs expériences. Il y a un argument qu'il n'a pas autant développé, c'est aussi celui qui dit que bien, les animaux sont capables de faire des choses extraordinaires, les oiseaux, qui pondent à une date bien précise, qui font des nids, etc. Similitude donc entre les humains et les animaux. Voilà. Faire les choses avec un but, apprendre de ses expériences pour éviter le danger notamment. Rien ne montre davantage, nous dit Hume, la capacité de l'habitude à nous faire accepter un phénomène que ceci. Les hommes ne s'étonnent pas des opérations de leur propre raison et en même temps, ils admirent l'instinct des animaux et trouvent de la difficulté à l'expliquer parce qu'il ne peut se réduire exactement au même principe. À considérer la chose comme il convient, la raison n'est rien qu'un merveilleux et intelligible instinct dans nos âmes. Instinct qui nous porte selon un certain train d'idées et qui les dote de qualités particulières selon leur situation et leurs relations particulières. Cet instinct, il est vrai, né de l'observation et de l'expérience passée. La nature peut certainement produire tout ce qui ne naît de l'habitude. Que dis-je? L'habitude n'est rien qu'un des principes de la nature et tire toute sa force de cette origine. Habitude. L'habitude, c'est ça qui produit la mémorisation de l'expérience et de l'observation, l'habitude. Voilà. Et donc, phrase extraordinaire, la raison n'est rien qu'un merveilleux et intelligible instinct dans nos âmes. Voilà. C'est pas les animaux, ils ont un instinct, et les humains, ils ont une raison. Ben non. Les animaux, ils ont une raison, et la raison, c'est un instinct de l'âme. C'est extraordinaire comme idée. C'est une belle formulation. Alors voilà. Je vous lis un petit peu la conclusion que j'ai écrite, et on finit la vidéo. Donc, ainsi que nous l'avons vu grâce à Hume, nous pouvons dire que la raison n'est pas le propre de l'homme, et que les bêtes sont autant que les hommes doués de pensée et de raison. N'en déplaise aux philosophes qui les sous-estiment. Leur capacité à agir pour réaliser un objectif le prouve. Leur mémoire et leur sens du jugement le prouvent également. Grâce à leur capacité, les animaux sont comme les humains capables d'éviter la douleur, de rechercher le plaisir et de subvenir à leurs besoins. De même, ils sont capables d'être fidèles à leur maître,
et de s'occuper de leurs petits. Si les animaux et les humains sont capables d'accomplir toutes ces actions, me dit Hume, un bon empiriste, c'est parce qu'ils apprennent de leurs expériences. Cela tient au fait que la raison est un instinct de l'âme. Ainsi, la raison n'est pas exclusivement réservée aux humains. Telle est la réponse que Hume apporte à notre question d'aujourd'hui. Voilà. Merci pour votre attention.